Bonjour et bienvenue sur Automobile Propre. Nous sommes aux alentours de Metz pour tester la Jaguar E-Pace. La Jaguar E-Pace, c'est pas vraiment une nouveauté. Le véhicule, on l'a déjà testé une fois au Portugal, c'était en 2018. Mais là, on a pu la prendre un peu plus longtemps pour le temps d'un week-end pour pouvoir tester le véhicule tant sur autoroute qu'en ville et voir ses performances, autonomie, recharge. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, rappel des caractéristiques de cette première voiture électrique de Jaguar. Pour la motorisation, on a une transmission intégrale avec deux moteurs électriques de 200 chevaux qui sont répartis entre les trains avant et arrière. Au total, la puissance maximale, c'est 400 chevaux pour un couple de 696 Nm. Vitesse de pointe 200 km/h et le 0 à 100 km/h est abattu en 4,8 secondes. Côté batterie, le modèle de Jaguar embarque 90 kWh. Le pack est intégré à plat sous le plancher. Sur ces 90 kWh, seuls 85 kWh sont ce qu'on appelle utilisables. Ça veut dire que le constructeur ne va pas jusqu'au bout de l'autonomie pour préserver la durée de vie de sa batterie. Donc finalement, la capacité utile, comme on l'appelle, c'est 85 kWh. L'autonomie, donc là on parle de cycle WLTP, elle va varier entre 415 et 470 km pour une consommation entre 22 et 25 kWh, toujours en cycle normalisé. À mi-chemin entre la berline et le crossover, la Jaguar E-Pace s'étend sur 4,682 mètres de longueur pour une largeur de 2,011 mètres. Sa hauteur, c'est 1565 mm. Au niveau du volume de chargement, on a un coffre de 656 litres dont la capacité peut être portée à 653 litres une fois les sièges arrière battus. Il est complété par un autre coffre situé à l'avant qui fait 27 litres. Il est très pratique puisqu'il permet de ranger les câbles de rechargement. On en a deux à bord du modèle qu'on essaie, un câble domestique et un câble type 2 pour les bandes publiques. Et puisqu'on parle de recharge, donc la trappe de recharge, elle est située sur le côté avant gauche. On retrouve un connecteur qui gère à la fois donc la charge rapide et la charge classique. Donc ça, c'est la prise type 2 pour la charge classique. Elle monte jusqu'à 7 kW de puissance. Ça veut dire que la charge complète, elle fait 12 heures sur une borne domestique ou une borne publique, par exemple les bornes en courant alternatif, les 22 kWh. Et là, hop, on complète avec un autre connecteur. Donc ça, c'est le connecteur combo qui fait l'ensemble et qui va aller jusqu'à 100 kW de puissance. Ça veut dire une charge grosso modo en une heure environ. On a des poignées affleurantes qu'on a déjà vues sur les modèles de Tesla. Donc elles se ferment en fait dès lors que le véhicule atteint une certaine vitesse, lorsqu'il est verrouillé. Et là, hop, on déverrouille et les poignées s'ouvrent et on va aller voir un petit peu l'intérieur de cette Jaguar. On a différents combinés numériques à l'intérieur, donc on va allumer la voiture, comme ça on va vous montrer. Voilà. Donc, premier aperçu de la voiture. Donc on a là les premiers compteurs numérique, on a un premier compteur avec l'autonomie qui reste estimée. Donc là, on est une charge à 80, on regardera tout à l'heure, mais une charge à 80%. Et là, l'économètre avec d'un côté le côté charge quand on régénère de l'énergie et l'autre côté power lorsqu'on en consomme. Donc après, à gauche, c'est plus le compteur de vitesse. On a les lectures des panneaux en l'occurrence ici. Et au centre, la cartographie qui peut être dupliquée sur l'écran principal. Sur l'écran principal, justement, on a différentes fonctionnalités. Donc, alors il faut toujours pareil, il y a toujours une petite prise en main sur ces écrans parce que comme chacun fonctionne un peu différemment, il faut un petit peu chercher au départ. Donc voilà, téléphone, réglage des radios, le Bluetooth, la caméra de recul. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est un peu les panneaux EV. On a le premier panneau qui nous donne l'indication de la batterie, l'autonomie restante, c'est un rappel. On peut choisir de pré-climatiser la voiture, c'est-à-dire de dire bon bah voilà, moi la voiture j'aimerais la récupérer à 9 h du matin et par contre j'aimerais que l'habitacle soit à 20 ou 20 degrés s'il fait trop chaud ou trop froid. Donc ça permet de mettre en place la bonne température et lorsqu'elle est encore branchée sur le réseau, ce qui permet d'éviter de perdre de l'énergie en l'amorçant lorsqu'on part. Voilà. Aussi le traditionnel panneau de gestion des flux. Donc voilà, donc quand on régénère c'est vert, quand on accélère c'est bleu. Voilà le panneau des données éco. Donc on a aussi toujours pareil sur chaque trajet
l'indication de notre moyenne de consommation, moyenne de vitesse, temps d'utilisation, le trajet réalisé. Et on peut même récupérer des informations sur l'énergie qui est générée sur le trajet réalisé. Dernier écran, c'est celui-ci. Donc là, on peut gérer la radio, on peut gérer la climatisation. Donc pareil, il y a différents volets qu'on peut directement sélectionner. Dégivrage, écran, climatisation intelligente. Voilà, c'est tout ça qu'on peut gérer. Et là aussi, pareil, réglage des radios. On a aussi des boutons qu'on peut tirer, voilà, hop, qui se transforment. On peut gérer le niveau de la ventilation comme ça. Donc c'est la climatisation qui s'appelle bizone. Donc chaque utilisateur, enfin le conducteur peut donner une température et le passager peut aussi en donner une autre, voilà, selon ses besoins. Au niveau des modes de fonctionnement, donc là on a la boîte, donc parking, reverse, neutre, drive. Et à droite, on peut sélectionner les différents modes de conduite. On a 3 modes de conduite qui se sélectionnent via ces 2 boutons. Soit un mode éco. Donc là, on a un écran vert, le mode confort et le mode programme dynamique qui là prend toutes les performances du véhicule. Et là, on a une instrumentation qui devient rouge. On peut aussi régler avec ces 2 boutons la hauteur des suspensions. Et au niveau de la régénération, alors la régénération, le bouton est vraiment planqué. Il faut vraiment aller le chercher. Et même là, je vous dis, voilà, il faut aller dans paramètres de mon EV et on peut aller sélectionner entre deux modes de freinage à récupération d'énergie, soit élevé, soit bas. Alors c'est quand même assez dommage de devoir toujours repasser par l'écran si on veut changer de mode. On aurait quand même préféré que ce soit directement sélectionnable, soit via un bouton sur la console centrale, soit via un bouton sur le volant, parce que finalement ça gâche un peu l'intuitivité de la chose. Alors difficile de vous présenter cette voiture électrique sans parler de son prix. Donc là on est sur une finition, sur le modèle qui nous a été mis à disposition, une finition S qui constitue l'entrée de gamme de la voiture. Donc le prix du modèle hors option c'est 78 380 € TTC et on a des options en plus, on a quasiment 25 000 € d'options, ce qui fait grimper le prix du véhicule à 103 400 € quasiment. Donc là vous voyez la liste des options qui sont disponibles sur ce modèle là. Finalement, au-delà du tarif de base, on peut très rapidement monter dans les tarifs en prenant toutes les options possibles. Et encore, il y en a beaucoup sur cette e-Pace. Voilà, donc là, typiquement, si on prend les 3 finitions disponibles au départ, on a la S, la SE et la HSE. Donc ça, c'est les finitions et les équipements de base. Je ne vais pas tout vous détailler, il faudra aller sur la fiche technique sur le site d'Automobile Propre pour voir le détail. Ça, on vous mettra un lien dans la vidéo. Mais ce qui est impressionnant, c'est les options qu'on peut avoir sur cette voiture. Il y a quasiment 6 pages d'options entre les couleurs, les packs, les jantes. Voilà. Donc on a vraiment énormément de choses qu'on peut choisir. Et bien sûr, c'est des options qui sont payantes. Donc on peut se retrouver avec une voiture, à mon avis, qui peut facilement dépasser les 120 ou 130 000 € si on veut mettre le plus haut niveau de finition avec le maximum d'options possible. Après, c'est appréciable parce que finalement, le client peut choisir, a vraiment le choix, ce qui n'est pas forcément offert dans sur d'autres maps comme Tesla où on a vraiment une liste d'options qui est réduite à son minimum. Voilà, donc on a fait le tour de la voiture. Donc maintenant, c'est le moment d'essayer de la prendre en main. Donc on va faire Paris-Metz par l'autoroute, aller-retour. Donc on va vous expliquer un petit peu le parcours qu'on a fait sur autoroute. Ce sera une autre vidéo. Comme ça, on va séparer la présentation de l'essai. Donc on va vous mettre le lien pour aller vers l'essai. Allez, à tout à l'heure.